Vous êtes dans Territoire, l'émission qui se balade dans la région sud. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission. Nous allons aujourd'hui, comme chaque semaine, découvrir un nouveau village. Cette semaine, nous sommes à Assas, dans l'Hérault, près de Montpellier. Nous allons visiter le château en compagnie de l'actuel propriétaire des lieux. Et puis on ira visiter le reste du village. Nos rubriques du jour que vous allez retrouver. Recette du jour, nous irons du côté de Garon pour une recette automnale et nous découvrirons un métier d'art comme chaque semaine dans Territoire. Bienvenue à vous. Situé à 2 pas du Pic Saint-Loup, à 30 minutes de la mer, le village d'Assas se trouve à 10 km au nord de Montpellier. Il est entouré de vignes, de garrigues, de bois de pin et offre aux habitants, les Assadins et aux promeneurs, une nature préservée au charme rural et authentique. À cela s'ajoute un patrimoine architectural riche et chargé d'histoire. Châteaux, tours médiévales, églises romanes, circulades constituent le patrimoine d'Assas. La famille d'Assas doit son nom à la terre du même nom près de Montpellier. Connue depuis le début du XIIIe siècle, elle a fait souche dans les Cévennes, principalement au Vigan. Certains de ses membres les plus remarquables se sont illustrés sur les champs de bataille, comme le chevalier Louis d'Assas du Mercou. D'autres ont sillonné les mers, tel le contre-amiral Jean-François d'Assas. Dans la dénomination géographique, Grèce de Montpellier s'inscrit dans l'AOC Languedoc. La commune, entourée de vignes, appréciée pour ses vins issus de terres ensoleillées, compte encore quelques domaines viticoles, dont 3 en agriculture biologique et une cave coopérative, les Vignerons du Pic. Autre richesse, le château, attribué à l'architecte Jean-Antoine Giral, est édifié en 1759-1760 sur les ruines du château féodal. Visite guidée de ce château en compagnie de l'actuel propriétaire et âme lumineuse de ce lieu chargé d'histoire. Nous sommes à Assas, au nord de Montpellier, au château d'Assas précisément. Je suis avec l'actuel propriétaire, Marie-Claire de Mongel. Bonjour. Bonjour. Nous allons avec vous retracer l'histoire de ce château qui a eu de multiples propriétaires, longtemps considéré comme une folie montpelliéraine. On va voir avec vous ses particularités, notamment ses vestiges. Cette histoire, quand a-t-elle débuté? Les traces les plus lointaines d'habitation sur cette colline, elles sont enfouies sous nos pierres, certainement. Parce que l'avantage de cette colline, c'est que c'est la première depuis la mer. On peut voir très loin sans être vu. Donc ça a été fortifié certainement de très longue date. Cependant, il nous reste des vestiges de 3 époques. Alors, du Moyen-Âge, certaines tours ont été d'ailleurs remaniées au XVe siècle. Il y a une tour pigeonnière qui date du XIIe et les vestiges d'un château Renaissance sur lesquels ont été édifiés, faits nos 2 jardins suspendus qui sont sur le rez-de-chaussée du jardin Renaissance. Et l'actuel château, qui est en effet contemporain des folies, mais qui n'a rien d'une folie, parce que contrairement aux autres folies, il n'est pas enfoui dans les feuillages, il est sur une hauteur. Il a été terminé en 1760, c'est-à-dire sous Louis XV. C'est une grande réussite. À mon avis, c'est la plus jolie maison qu'on puisse imaginer à la campagne, parce que comme château, c'est pas très grand. C'est une très grande maison, bien sûr, mais elle est toute ouverte à la lumière. Les fenêtres sont très grandes. Nous avons 1200 carreaux. Mais nous avons la chance d'avoir encore tous les jolis petits carreaux anciens. Presque tous. Voilà. Votre famille habite le château depuis quelle date? Depuis au lendemain de la guerre. Pendant la guerre, nous avions été chassés de notre maison à Montpellier et notre mobilier était déjà hébergé au château.
Mes parents se sont installés après la guerre. Ma mère y a habité jusqu'à la fin de ses jours d'ailleurs. Mais c'est devenu une maison de famille parce que mes grands-parents la connaissaient. Donc mes parents, mes sœurs et moi, nos enfants et maintenant nos petits-enfants. Voilà, c'est devenu vraiment le point de ralliement de la famille alors que nous ne sommes pas originaires de Languedoc. Mon père était venu ici pour enseigner à la faculté des lettres. J'étais archéologue et c'est ainsi qu'on sommes venus ici. Ma mère était très intéressée par le XVIIIe siècle. Son père était conservateur des collections de Madame Jacques Marandré en Île-de-France. Donc voilà. Une famille qui s'intéressait déjà à l'histoire, faire revivre l'âme de ce château. Alors quels sont les anciens propriétaires? Alors les premiers Il y a eu un Rostand d'Assas, il y a eu une famille d'Assas dont le célèbre chevalier était issu, qui a quitté la région au moment des guerres de religion parce qu'ils se sont convertis au protestantisme et ils sont allés habiter les Cévennes. Mais ensuite, il y a eu un certain nombre de seigneurs qui ont possédé les diverses constructions dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et jusqu'à la Révolution, le châtelain qui a construit l'actuel château était issu d'une famille d'hôteliers. Ils avaient l'auberge du Mouton d'Or à Montpellier, rue de la Croix d'Or, là où il y a eu la gemme. Ils étaient devenus banquiers et ils avaient grimpé dans la hiérarchie sociale et ils ont voulu se faire. Ils avaient un hôtel particulier à Montpellier, là où il y a maintenant le Gaumont, enfin il y avait les anciennes galeries Lafayette, etc. Et ils avaient donc un hôtel particulier 18e. Ils ont voulu se faire une jolie maison des champs pour bien recevoir, caser leurs filles avec des bons mariages, bien les marier, et leurs fils dans de belles situations. Donc ils ont choisi ce lieu qui était très délabré, qui était la vieille bastide médiévale, Renaissance même. Et ils ont construit, ils ont fait appel à l'architecte qui était à la mode, enfin qui travaillait beaucoup, qui était le fils de celui qui avait fait les plans initiaux du Pérou, Jacques-Antoine Giral, était le fils d'Étienne Giral, et c'est lui qui a fait le petit château d'eau du Pérou par exemple. Il a aussi fait l'actuelle chambre de commerce, l'hôtel Saint-Côme. Il a fait beaucoup de très jolies demeures à Montpellier, l'hôtel Haguenau de la famille de Parseval, le château de Langaran à Juvignac, et il a fait ici. Moi je suis très reconnaissante à cet architecte qui nous a doté d'une maison qui est facile à gérer, dans la mesure où aucune pièce n'est fermée, si vous voulez, c'est comme une grande lanterne, tout ouvert. Il a eu l'astuce de déporter l'escalier dans des pavillons d'angle, ce qui fait qu'il y a une circulation très facile dans la maison. Voilà. Et facile à habiter. Facile à habiter, oui. Sauf en hiver, quand il fait froid, parce que ça n'a pas été prévu. C'est pas prévu d'être habité l'hiver. Voilà, ma mère a été la première à le faire. Il a fallu improviser des moyens de chauffage qui aucun n'était absolument satisfaisant. Voilà. Il est temps de retrouver votre rubrique métier d'art. Je suis en compagnie de Jean-Jacques Derbou à Assas, dans les jardins de Rédounel. Bonjour Jean-Jacques.
Bonjour Marlène. Alors vous allez nous parler de vos jardins ici, plusieurs créations que les visiteurs peuvent venir voir dans l'année, pas en ce moment parce que nous sommes à l'automne. Exactement. Et nous sommes ici dans le jardin japonais. Vous allez nous parler de l'historique de la création de ces jardins. Précisément, c'est un jardin d'inspiration japonaise. Je me suis inspiré donc de jardins japonais. L'environnement immédiat s'y prêtait bien. La maison que vous pouvez voir derrière moi également. Et également les envies que j'avais de mares naturelles, de lieux naturels, puisque j'avais habité en petite Camargue. Donc j'ai séparé ce jardin en 2 zones. Une zone donc très sauvage, avec pas mal de graminées, et une zone aquatique. Puis un espace très dégagé, assez zen. Et puis pas mal de structures en bambou aussi. Donc on a des barrières en bambou, cette structure qui repose de la glycine. Moi je me sens bien, c'est Alors là sûr. on pensait que c'était du gazon d'ailleurs, c'est pas du gazon, dites-nous en plus. Non, c'est du Zosia tenuifolia exactement. On appelle ça le gazon des mascarenes. C'est une plante qui fait un tapis très dense, assez moussu. Hein. C'est une graminée et ça demande un petit peu d'eau quand même, moins qu'un gazon évidemment, et pas de tonte ou très peu. Si on veut avoir un aspéra, on peut le tondre. Moi, je ne l'ai jamais tondu, donc il moutonne. C'est tout moelleux quand on... C'est tout moelleux. Ça jaunit un petit peu en hiver avec le froid, comme il faut mieux le savoir. Hein. Quand j'ai commencé à créer ce jardin, c'était mon jardin personnel, privé. Et puis après, j'ai eu envie de le montrer quand il a commencé à être mature. Hein. Puis il y a d'autres jardins qui sont venus. On a donc le jardin romantique qui a une douzaine d'années, très fleuri avec des arbustes et des vivaces à fleurs. Après, on est parti aussi sur, là c'est beaucoup plus récent, ça date d'il y a 3 ans, sur une zone que j'appelle le jardin nourricier. C'est tout un grand espace, c'est le terrain qui est en face où on a un peu de place, où on a planté beaucoup d'arbres fruitiers, des arbustes à fruits également, à baies comestibles. Et puis on a créé un espace de jardin familiaux où on a une vingtaine de familles qui viennent jardiner. Donc moi j'aime bien le côté nourricier, donc cet espace-là, il y a beaucoup de choses qui se mangent. Et le fait de partager aussi avec des gens une zone de potager, c'est un côté très convivial. On échange pas mal de choses. Des petits travaux, du compost à chaud, des petits repas, c'est bien agréable. Là, dernièrement, on vient de finir donc, notre jardin contemporain qui s'est terminé là en juin. C'est un jardin donc, autour d'une baignade biologique où l'on a utilisé beaucoup de matériaux très naturels, des murs en terre, des enduits à la chaux, du métal galbé, du ciment naturel pour la partie bassin de baignade. Et un concept assez innovant puisqu'on est sur une baignade biologique sans plantes. On a juste dans le local technique une zone d'épuration avec des bactéries. Et je suis vraiment ravi du système parce que c'est simple à gérer. Une piscine nickel. Ah oui, c'est simple à gérer. Et puis il n'y a pas de produit. Là, on est sur zéro naturel. produit. C'est complètement naturel. Ce jardin est récent, les végétaux n'ont pas encore évidemment leur volume, ils ont été plantés il n'y a pas longtemps. On va réouvrir ce lieu à partir de l'année prochaine, mai 2013. Ça ne sera pas encore beaucoup poussé, mais les constructions sont tellement présentes que déjà il se dégage une atmosphère assez agréable. Quand je conçois un jardin pour des gens, je vais passer 3-4 heures ou plus avec eux, chez eux, à leur poser plein de questions sur déjà ce qu'ils aimeraient faire dans le jardin ou voir dans le jardin, les ambiances qu'ils aiment bien, les végétaux qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Les grosses tendances, c'est du jardin facile à entretenir, qui demande très peu d'eau. Ça, c'est quelque chose qui est, c'est la grosse tendance. Après, ça va être du jardin intime. Hein. C'est ma spécialité.
arriver à créer des ambiances dans lesquelles on va être bien. C'est ça un jardin, c'est que ça soit beau mais qu'on puisse aussi profiter d'un lieu et donc arriver à créer des petites zones. Comme dans ce jardin, j'ai 4 zones où on peut s'installer suivant nos humeurs et la saison. Voilà, donc c'est ça, les gens aiment bien qu'on arrive à sortir des ambiances agréables où on a envie de s'installer. Ce qu'il faut retenir en tout cas, ce qui est essentiel, c'est que un jardin bien pensé sera facile à entretenir. Un jardin bien pensé demandera très peu de taille ou une taille légère, parce qu'on ne va pas avoir à couper violemment une plante, parce qu'elle monte trop haute. Non, parce que tout ce qu'on va planter, ça a été pensé, à l'avance. Il faut être bien ancré dans la technique pour que ça marche dans le temps. Voilà, ce jardin, il a 22 ans. Je n'ai rien changé depuis que je l'ai planté. Après, les motivations de faire de ce lieu des jardins, c'est quelque chose qui est important pour moi, de pouvoir montrer des jardins, montrer des végétaux très différents et montrer la diversité, suivant la végétation qu'on utilise, la diversité de jardins, d'ambiance que l'on peut arriver donc à créer des univers. On peut arriver à créer des univers très différents. Ici, on a acheté ce terrain sans le savoir à un monsieur qui avait fait donc l'école de Versailles à l'année 1900 pour être donc paysagiste. Et ça, je l'ai appris après avoir commencé ce jardin. Ça m'a vraiment motivé pour faire de ce lieu un lieu dédié au jardin. Parce que ce monsieur, bon, évidemment, il y a eu des éléments politiques. 14-18, il a changé de métier. Hein. Mais bon, c'était un assadin qui a fait Versailles en 1900 exactement. Il venait y faire du potager à l'époque. Juste derrière, là, il y a un puits avec un ancien potager. C'est tout, c'est sa fille qui m'a raconté ça après, quand on s'est un peu côtoyé. Et qui m'a montré aussi les dessins qu'il faisait à Versailles. C'était assez impressionnant à l'encre de Chine. Voilà, il n'avait pas fait grand-chose, hein, il a changé de métier. Voilà, donc ce lieu, c'est les Jardins du Rédounel. On en pense ce qu'on veut, mais la mémoire des lieux, j'y crois.